is fighting for his life after sustaining severe head, neck and chest injuries. 加藤はコースを外れ壁に激突した。すごい慣れちゃってたんで、Le matin à Suzuka a toujours eu une odeur particulière, celle du vent humide qui passe à travers les vieux arbres, celle de l'essence et du caoutchouc chauffé, celle de l'attente fébrile de dizaines de milliers de spectateurs remplissant les tribunes. Le 6 avril 2003, lorsque la voix du speaker annonça l'entrée des pilotes sur la grille, le public japonais attendait plus qu'un simple Grand Prix d'ouverture. Il attendait un triomphe, celui de son fils prodige, Daijiro Kato, né en 1966 à Saitama, au sourire discret, mais au poignet capable de dompter la vitesse. Dans ce pays où le calme et la discipline sont presque sacrés, Kato représentait les deux à la fois, avec en plus une chose rare, une intuition innée sur la moto. 2 ans plus tôt, il avait stupéfié le monde en remportant le titre de champion du monde 250 avec une saison de feu, 11 victoires sur 6 courses, une domination quasi irréelle. Désormais, il roulait en MotoGP pour l'équipe Telefonica Movistar Honda Gresini, au guidon de la légendaire Honda RC 2.1, un V, symbole de la nouvelle ère des 4 temps. Sur son casque, le numéro 74 brillait un chiffre qui deviendrait bientôt une icône, gravée sur des affiches, des drapeaux et des fleurs blanches. Dans la voie des stands, les ingénieurs s'affairaient comme des orfèvres finissant une pièce d'art. Chaque détail comptait, la pression des pneus, la hauteur de la fourche, la cartographie d'accélération. Kato parlait peu, il observait le ciel calme au-dessus de Suzuka, puis hochait doucement la tête, comme s'il se promettait à lui-même. Aujourd'hui, c'est mon jour. Gagner à domicile, au Japon, n'était pas qu'une question de points, c'était une question d'honneur. Pour lui, Suzuka était presque sacré. Il connaissait chaque virage comme une poésie, la 130R, longue et violente, la ligne droite principale, et enfin la chicane du Casio Triangle, courte et traîtresse, juste avant la ligne d'arrivée. Chaque mètre y est une frontière entre gloire et désastre, un rien suffit à basculer. Quand le drapeau de départ s'éleva et que les feux rouges s'éteignirent, le cœur de tout un pays sembla s'arrêter une seconde. Le rugissement des moteurs MotoGP n'était pas un simple bruit, mais une onde de choc qui faisait vibrer les corps. Kato s'élança proprement, la poignée de gaz ouverte avec précision, la RC211V bondissant comme un fauve sorti de sa cage. Dans les tribunes, un murmure parcourut la foule. Daijiro, Daijiro. De loin, la course semblait ordinaire, presque calme. Les pilotes prenaient leur rythme, chauffaient leurs pneus, trouvaient leurs repères. Mais, sous cette apparente normalité, se cachait une tension invisible, un ballet de mathématiques et de courage, une équation où chaque degré d'inclinaison, chaque pression sur le frein, chaque fraction de seconde pouvait décider du sort. Au fil des premiers tours, Kato restait dans le groupe de tête. Sa moto paraissait stable, fluide, comme une extension de son corps. Mais Suzuka ne pardonne rien. C'est un circuit qui aime tester la limite des hommes et qui chuchote « Oseras-tu aller un peu plus loin ?» La majorité des spectateurs ne voit qu'une traînée de couleurs passer, mais pour les pilotes, chaque virage est une question existentielle. Avec quelle vitesse entrer, quand relâcher le frein, combien de temps encore avant que la roue arrière ne glisse? Kato, lui, connaissait les réponses. Il avait confié avant la course « Gagner à Suzuka, c'est mon rêve ». Et ce rêve semblait si proche qu'il pouvait presque le toucher dans le souffle du vent qui sifflait à travers son casque, dans le grondement des tours qui montaient, dans les éclats de lumière sur le carénage bleu et jaune. Sur le mur des stands, les ingénieurs de Gresini suivaient chaque tour sur leurs écrans. Tout paraissait parfait, la température de la piste, la stabilité des pneus, les temps intermédiaires. Le soleil brillait juste assez pour rendre la scène presque trop belle. Dans les gradins, une jeune mère montrait du doigt la piste à son fils en murmurant quelque chose sur le courage. Non loin, un garçon portait un bandeau blanc avec le numéro 74. Il fixait la moto bleue au bout de la ligne droite, sans cligner des yeux, comme s'il savait instinctivement qu'il était en train de regarder un héros. Des milliers de petites histoires personnelles, anonymes mais sincères, se mêlaient ainsi autour d'un seul homme lancé à plus de 200 km à l'heure, un homme que tout un peuple voulait voir sourire le soir même. Mais le MotoGP n'est pas un conte de fées. C'est un monde où la beauté et le danger dorment dans le même lit. Quiconque s'est tenu près d'un mur de béton connaît ce son sec, glacé, quand l'erreur devient impact. Ces murs, ces zones de dégagement, ces drapeaux colorés, sont là pour retarder le pire, jamais pour l'empêcher totalement.
À Suzuka, la perfection de la piste et la fascination pour la vitesse faisaient parfois oublier à quel point la frontière entre maîtrise et chaos était mince. Une vibration, un freinage trop appuyé, une fraction de seconde d'inattention, et la ligne entre la vie et la tragédie se brouille. Ce jour-là, alors que le soleil filtrait doucement à travers les nuages du midi japonais, Daijiro Kato roulait avec la précision d'un artiste, lisant la piste comme une partition. Mais comme souvent dans les tragédies les plus cruelles, le destin s'apprêtait à entrer en scène sans prévenir, sans frapper à la porte. Au 3e tour du Grand Prix du Japon 2003, le soleil tombait à pic sur le circuit de Suzuka. La lumière se reflétait sur les casques des pilotes, les courbes étincelaient comme des lames d'argent fendant l'air. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que l'impensable se produise. Dans la chicane du Casio Triangle, là où les pilotes doivent freiner brutalement après la longue ligne droite, la Honda RC211V de Daijiro Kato se mit soudain à vibrer violemment. En une fraction de seconde, personne ne comprit ce qui arrivait. Certains parlèrent d'un blocage, du frein avant, d'autres d'une défaillance électronique ayant mal réparti la force de freinage. Une seule chose était certaine, Kato venait de perdre le contrôle. Sa moto partit brutalement sur la droite et alla s'écraser contre le mur de béton à près de 200 km/h. Le bruit du choc fit frissonner tout le circuit, un claquement sec, puis le silence. De la fumée, des débris et le corps frêle de Kato projeté en arrière, roulant sur l'asphalte avant de rester immobile. Pendant plusieurs secondes, personne dans les tribunes ne respira. Les images fugitives des caméras montraient la moto pulvérisée, méconnaissable. Son casque avait frappé le mur de plein fouet, la violence de l'impact si extrême que la coque protectrice la plus solide n'aurait servi à rien. Les commentateurs pensèrent d'abord qu'il était simplement sonné, qu'il se relèverait comme tant d'autres fois. Mais la première minute passa, puis la deuxième, toujours aucune réaction. Les autres pilotes continuèrent la course, évitant les morceaux de carénage, sans qu'aucun drapeau rouge ne soit brandi. Sur la piste, les commissaires couraient, mais c'était la confusion totale. Pas d'ambulance immédiate, pas d'ordre d'interruption. Kato gisait là, immobile, tandis que le grondement des moteurs passait au-dessus de lui. Un secouriste se mit à genoux, fit signe d'une urgence vitale, mais la coordination manquait. Les spectateurs dans la zone du Casio Triangle commencèrent à pleurer, d'autres crièrent d'arrêter la course, en vain. Dans le monde de la vitesse, quelques secondes suffisent pour décider d'un destin. À Suzuka, ce jour-là, quelques minutes scellèrent celui d'un homme. Lorsque l'ambulance arriva enfin, Kato ne montrait toujours aucun signe de conscience. Son cou était tordu d'une façon anormale, son casque écrasé, du sang au coin des lèvres. Les médecins procédèrent à une intubation sur place, son cœur s'arrêta, puis repartit grâce aux décharges électriques. Il savait qu'avec un impact de plus de 25 G, les chances de survie étaient infimes. Allongé sur la civière, son visage semblait paisible, presque endormi. Tout le circuit s'était tu. Seule la voix tremblante du speaker résonna. Accident au Casio Triangle, le pilote numéro 74 est transporté à l'hôpital. Personne n'osa prononcer le mot tragédie. À l'hôpital de Yokkaichi, les médecins firent tout ce qu'ils purent. Diagnostic, traumatisme crânien sévère, fracture des vertèbres cervicales, coma profond. En salle de réanimation, le souffle des machines rythmait le silence. Dans le couloir, ses coéquipiers Seth Giberno et Fausto Gresini restaient muets. Ils avaient vu des chutes, beaucoup, mais jamais un corps aussi brisé. « C'est inimaginable », murmura un ingénieur de Honda. « À cet endroit, il n'y a pas de zone de dégagement, seulement du béton. » Dehors, les médias s'enflammèrent. Pourquoi la course n'avait-elle pas été arrêtée immédiatement ? Pourquoi un virage aussi dangereux n'avait-il pas de barrière Tech Pro ni de zone de gravier ? Ces questions allaient hanter la MotoGP pendant des années. Pendant ce temps, au Japon, tout un pays priait. Des centaines de lettres, des milliers de messages arrivèrent à l'hôpital. Des inconnus écrivaient « Kato-san, bats-toi comme tu l'as toujours fait sur la piste ». Sur les forums, les fans de Honda partageaient la photo de son numéro 74, accompagnée de la phrase « Fort Daijiro ». Mais la réalité était plus cruelle que les prières. Les jours passaient, les nuits aussi, et Kato restait plongé dans le coma. Les médecins maintenaient sa vie grâce aux machines, mais les lésions au cou et au cerveau étaient irréversibles. Fausto Gresini confiera plus tard « J'ai regardé son visage et j'ai compris qu'il ne rouvrirait jamais les yeux, et il avait raison.
Le 20 avril 2003, après 2 semaines de lutte silencieuse, Daijiro Kato s'éteignit à seulement 26 ans. Le Japon entier s'immobilisa. À la télévision, on diffusa encore et encore son image brandissant la Coupe du Monde 250 en 2001, son sourire éclatant de jeunesse, sans savoir que le destin avait déjà écrit la fin. Le lendemain matin, devant le siège de Honda, des files de gens déposaient des fleurs. Sur de petits panneaux, on lisait « Merci, Daijiro ». Toute l'équipe Gresini, la famille MotoGP et des millions de passionnés se recueillirent devant un génie parti trop tôt. Sur le mur où il s'était écrasé, la trace du pneu resta visible, cicatrice muette d'un drame inoubliable. Depuis ce jour, Suzuka n'est plus seulement un symbole de fierté, mais un lieu de mémoire, celui où un rêve japonais s'est brisé dans le fracas du métal et le silence d'un cœur arrêté. Daijiro Kato. Après la mort de Daijiro Kato, le monde de la MotoGP plongea dans une stupeur totale. Les chutes spectaculaires faisaient partie du sport, tout le monde y était habitué, mais personne n'imaginait qu'en 2003, à une époque où la sécurité était censée être maximale, un pilote puisse encore perdre la vie sur son propre sol. Quelques heures à peine après l'annonce officielle, les chaînes japonaises bouleversèrent leur programme. Les images de la course disparurent, remplacées par la photo d'un jeune homme au sourire doux et la simple inscription « Daijiro Kato, 1966-2003 ». La réaction du public japonais dépassa tout ce que la FIM et Dorna Sport avaient prévu. Des milliers de personnes affluèrent vers le circuit de Suzuka, transformé en lieu de recueillement spontané. Elles apportaient des fleurs, des bougies, des bandeaux marqués du numéro 74, des photos de Kato brandissant la Coupe du Monde 250 en 2001, mais partout revenaient les mêmes questions, lancinantes. Pourquoi la course n'avait-elle pas été arrêtée immédiatement ? Pourquoi la zone du Casio Triangle comportait-elle encore un mur de béton alors que d'autres circuits étaient déjà équipés de barrières Tech Pro et de zones de dégagement en gravier ? Ces interrogations résonnaient dans les journaux, à la télévision et jusque dans les lettres adressées à Honda. Dans les jours suivants, la FIM et Dorna Sport ouvrirent une enquête officielle. Mais, au lieu de réponses claires, elles publièrent un rapport flou, affirmant que la cause exacte de l'accident ne pouvait être déterminée et qu'il s'agissait d'un événement imprévisible et inévitable. Cette déclaration suscita la colère. Des experts en sécurité soulignèrent que Suzuka ne respectait pas les normes modernes de la MotoGP. Virages trop serrés, peu de zones de dégagement, barrières trop proches. Un ingénieur italien, ayant travaillé pour Honda, déclara dans la Gazzetta dello Sport « Si cet accident s'était produit à Mugello ou à Catalunya, il serait encore vivant. » Pour Honda, la douleur fut double. Kato n'était pas seulement un pilote, il incarnait l'esprit du samouraï de la vitesse, cette fierté nationale que la marque cultivait. Sa mort plongea la firme dans une crise morale. Les ingénieurs se sentaient coupables. Leur machine, la RC211V, était un chef-d'œuvre de puissance et de précision, mais elle n'avait pas su protéger celui qui la domptait. Au siège d'Aoyama, un grand portrait de Kato fut installé, entouré de bougies allumées pendant 7 jours. Le directeur d'équipe Fausto Gresini, bouleversé, déclara en larmes « C'était comme un fils pour moi, je n'oublierai jamais ce moment ». 2 semaines après les funérailles, la MotoGP reprit son cours, direction l'Afrique du Sud, mais le paddock semblait enveloppé d'un voile de tristesse. Les pilotes portaient un brassard noir, la plupart arboraient le numéro 74 sur leur casque. Valentino Rossi, alors au sommet de sa carrière, colla sur sa moto les mots « Ride for Daijiro ». En conférence de presse, il dit simplement « Nous courons pour lui, mais nous avons besoin de réponses. Nous devons comprendre pourquoi un ami a dû mourir ainsi. » Ces mots déclenchèrent un mouvement de fond. La FIM fut contrainte de lancer une réforme complète de la sécurité. Toutes les pistes furent réévaluées, et le verdict tomba. Suzuka fut retiré du calendrier MotoGP dès 2004 et n'y figura plus jamais depuis. Le Grand Prix du Japon se disputa désormais uniquement à Motegi, un circuit plus moderne et plus sûr, avec de larges zones de dégagement et des murs de protection absorbant les chocs. Mais pour beaucoup d'acteurs du paddock, le goût amer demeurait. Les proches de Kato étaient convaincus que sa mort était le résultat d'une négligence. Un secouriste témoigna plus tard « Nous n'avions pas le droit d'entrer sur la piste avant l'ordre de la direction de course. Quand on nous a donné le feu vert, il était déjà trop tard. » Cette lenteur devint un symbole de la faille du système. Les années suivantes,
Dorna modifia discrètement le protocole. Désormais, le drapeau rouge est brandi immédiatement en cas d'accident grave et les équipes médicales ont le droit d'intervenir sans autorisation préalable. Au Japon, le souvenir de Kato resta profondément ancré. Sa statue en bronze à l'entrée du circuit de Suzuka est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans. Il incarne aujourd'hui encore le courage, le dévouement et l'amour absolu de la vitesse. En 2004, Honda décida de retirer définitivement le numéro 74, le considérant comme un symbole sacré. De jeunes pilotes japonais, Shinya Nakano, Takaaki Nakagami et Ogura, portent encore la mention « Fort Daijiro » sur leur combinaison. Et plus de 20 ans après, chaque fois que la MotoGP revient au Japon, son nom résonne. Daijiro Kato n'est plus seulement un pilote talentueux tombé en course, mais une leçon, un avertissement gravé dans la mémoire du sport. La vitesse est belle, mais elle a toujours un prix. Après la disparition de Daijiro Kato, non seulement les fans, mais aussi l'équipe Gresini et la maison Honda durent faire face à un vide immense. Pour Honda, Kato n'était pas simplement un pilote talentueux, il représentait le visage d'une nouvelle génération japonaise, la conviction que la vitesse pouvait incarner la fierté nationale. Pour Fausto Gresini, il était bien plus qu'un coureur, c'était un fils spirituel. Sa mort laissa dans son cœur une plaie qui ne se referma jamais. Des années plus tard, lorsqu'on lui reparlait de Suzuka 2003, Gresini restait silencieux avant de murmurer « Ce jour-là, j'ai perdu un fils ». Tout au long de la saison 2003, l'équipe Gresini continua de courir, mais personne ne parvint à échapper à l'ombre du drame. Les mécaniciens travaillaient, mais leurs mains tremblaient chaque fois qu'ils voyaient la moto vide, celle qui portait autrefois le numéro 74. Chez Honda, on organisa des réunions à huis clos pour repenser les normes de sécurité, mais derrière chaque discussion planait une culpabilité sourde, celle d'avoir créé une machine si puissante qu'elle en était devenue incontrôlable. Un ingénieur vétéran avoua plus tard « Nous avons toujours été fiers de notre vitesse. Mais après la mort de Kato, nous avons compris que tous les records ne valent pas d'être battus. » À Tokyo, la chaîne NHK diffusa un documentaire spécial intitulé « Daijiro, le vent et l'âme ». Des millions de Japonais y revirent ses victoires à Suzuka, ses dépassements magistraux en 250 EC, son sourire calme après la course. Mais quand les images de l'accident final apparurent, un silence lourd tomba sur le plateau. Un téléspectateur écrivit « Il était comme le vent, libre, rapide et pur. Mais ce vent a été arrêté trop tôt. » Après les funérailles, une statue en bronze de Kato fut érigée à Suzuka, tournée vers la chicane du Casio Triangle, là même où il avait perdu la vie. Sur le socle, on peut lire en japonais « Suksa no do ni kita no noa » est l'homme qui a vécu dans la vitesse. Chaque année, le 20 avril, les fans viennent y déposer des fleurs et des rubans blancs. Des enfants, qui ne l'ont jamais connu, sont amenés par leurs parents pour honorer la mémoire du héros national. L'équipe Gresini porta également cet héritage sur les circuits. Durant toute la saison 2004, la RC211V arborait l'inscription « Fort Daijiro » sur son carénage. Son ancien coéquipier Seiji Berno, très proche de lui, levait les yeux au ciel et murmurait après chaque victoire « Pour toi, mon ami ». Ces gestes émurent le public aux larmes, et dans chaque rugissement de moteur, on avait l'impression que Kato était toujours là, invisible, mais présent. En 2004, Honda annonça officiellement le retrait définitif du numéro 74 de toutes les compétitions MotoGP. Depuis ce jour, aucun pilote n'a plus jamais porté ce chiffre. Cette décision reste l'un des hommages les plus émouvants de l'histoire du sport mécanique. Pour Honda, le 74 Newton n'est pas seulement un souvenir, c'est une promesse, ne jamais oublier le prix de la vitesse. De cette tragédie naquirent d'importants changements, de nouvelles barrières de protection, des zones de dégagement plus larges, des protocoles médicaux modernisés. Ces mesures ont, dans les années qui suivirent, sauvé de nombreuses vies. Mais dans le paddock, on disait souvent « Toutes les règles de sécurité actuelles de la MotoGP ont été écrites avec les larmes de Daijiro Kato. » Au fil du temps, le nom de Kato est devenu un symbole de fierté japonaise. Il fut honoré lors de nombreux événements sportifs nationaux et plusieurs circuits lui consacrèrent des espaces commémoratifs. Dans sa ville natale, Saitama, une exposition intitulée « 74, le cœur qui bat encore » présenta sa combinaison de course, son casque et une lettre qu'il avait écrite à sa femme avant la saison 2003.
On pouvait y lire « Je courais de toutes mes forces, car c'est pour cela que je suis né ». Aïe, mais 20 ans ont passé, mais l'histoire de Daijiro Kato demeure vivante dans le cœur des passionnés de vitesse. Pour eux, il n'est pas seulement un pilote disparu, mais une incarnation du courage, du dévouement et de la beauté tragique du sport. Chaque fois que les moteurs rugissent à Motegi, les fans murmurent « For Daijiro ». Et dans le souffle du vent et le grondement des machines, il semble toujours courir, à travers chaque virage, dans chaque rafale, comme si la vitesse était, pour l'éternité, sa véritable maison. 20 ans se sont écoulés depuis la tragédie de Suzuka qui a coûté la vie à Daijiro Kato, et pourtant son écho continue de résonner. Sa disparition n'a pas seulement bouleversé le monde du sport mécanique, elle a aussi marqué un tournant décisif dans l'histoire de la sécurité moderne de la MotoGP. De cette douleur est né un nouvel âge, celui où la vie humaine a enfin été placée au-dessus de la gloire et de la vitesse. Après la saison 2003, Dorna et la FIM ont lancé une réforme complète des normes de sécurité. Toutes les pistes du calendrier ont été réévaluées. Chaque circuit devait désormais disposer de barrières absorbantes, de larges zones de dégagement, d'un accès médical rapide et de protocoles d'intervention immédiats. Une nouvelle commission de sécurité fut créée, composée des plus grands pilotes du moment, Valentino Rossi, Sergio Berno, Loris Capirossi, Max Biaggi. Pour la première fois, ceux qui risquaient leur vie sur la piste avaient enfin voix au chapitre. L'accident de Kato fut le signal d'alarme qui réveilla toute l'organisation. Avant cela, la MotoGP cultivait encore une forme de romantisme héroïque, celui des hommes prêts à défier la mort. Mais après 2003, tout changea. Les équipes investirent massivement dans la technologie de sécurité, casques multicouches en composite, combinaisons avec airbags intégrés, capteurs de chute. Plus personne ne parlait du mythe du pilote, qui se relève toujours, car la mort de Kato avait rappelé que certains ne se relèvent jamais. En 2004, lors du Grand Prix du Japon à Motegi, qui remplaçait Suzuka, l'émotion était immense. Les tribunes étaient remplies de banderoles « For Daijiro ». Après sa victoire, Valentino Rossi s'arrêta au milieu de la ligne droite, posa la main sur le numéro 74 de son casque et inclina la tête. En conférence de presse, il déclara « Daijiro nous a appris que la sécurité n'est pas une faiblesse, mais une responsabilité ». Cette phrase fut ensuite gravée sur une plaque commémorative de la commission de sécurité. Depuis, presque toutes les mesures de sécurité modernes en MotoGP portent l'empreinte de Kato. Le développement des systèmes d'airbag Denze Alpinestar, accéléré après la tragédie de Suzuka, a sauvé des dizaines de vies. Les barrières Tech Pro et AirFence sont devenues la norme dans les virages dangereux et la règle de brandir immédiatement le drapeau rouge en cas d'accident grave, instaurée pour la première fois après sa mort, reste aujourd'hui intouchable. Mais l'influence de Kato ne se limite pas à la technique. Son esprit est devenu une source d'inspiration pour toute une génération de pilotes japonais. Des noms comme Shinya Nakano, Takaaki Nakagami, Ayumu Sasaki ou Ai Ogura le citent comme modèle. Nakagami déclara un jour « Quand je suis arrivé en MotoGP, j'ai pensé à Kato. C'est lui qui a ouvert la route pour nous tous. » Au Japon, plusieurs circuits d'entraînement pour enfants portent aujourd'hui le nom Daijiro Circuit, des lieux où l'on apprend à piloter avec passion, mais aussi à respecter la vitesse. La famille de Kato, et surtout sa femme Makiko, ont créé la Daijiro Kato Foundation, destinée à soutenir les jeunes pilotes et à financer la recherche sur la sécurité en compétition. Chaque année, la fondation remet le prix Spirit of 74 à un jeune talent, accompagné d'un message simple « Cours de toutes tes forces, mais rentre toujours sain et sauf à la maison ». À travers cet esprit, Kato continue de vivre, non seulement dans les souvenirs, mais dans chaque tour de roue de ceux qui ont suivi sa trace. Aujourd'hui, à chaque Grand Prix du Japon, avant le départ, 1 minute de silence est observée. Sur l'écran géant, apparaît une simple inscription blanche. Daijiro Kato, Forever 74. Et lorsque les moteurs rugissent, beaucoup croient sentir sa présence dans le vent de Suzuka, léger comme une brise, rapide comme la lumière, libre comme l'homme qu'il fut. Pour la MotoGP, Daijiro Kato n'est pas seulement la victime d'un accident, il est celui qui, par sa mort, a sauvé des vies, le symbole de la volonté humaine de dépasser les limites. Et dans chaque rugissement de moteur, dans chaque virage pris à la limite, résonne encore son message.
Respectez la vitesse, car elle est à la fois un rêve et une épreuve ultime. 20 ans après la tragédie de Suzuka, le nom de Daijiro Kato résonne encore comme une brise qui ne s'éteint jamais. Chaque fois que la MotoGP revient au Japon, son visage, ce regard doux, ce sourire d'enfant et cet esprit de samouraï renaît dans les tribunes, sur les banderoles et surtout dans le cœur de millions de passionnés. Pour eux, Kato n'est pas seulement un pilote, mais le symbole d'une vie vécue pleinement, d'un amour absolu pour la vitesse et d'un courage qui va jusqu'au bout. Sa mort a rappelé au monde du sport que derrière les rugissements des moteurs et les virages à la limite, il y a des êtres humains, avec leurs rêves, leurs familles et leurs peurs. Daijiro Kato nous a appris que la passion, sans responsabilité, peut se transformer en drame. Mais c'est justement de ce drame qu'est née une génération plus consciente, plus humaine et plus respectueuse de la vie dans la MotoGP. Pour les jeunes pilotes d'aujourd'hui, Kato est une légende, mais aussi un avertissement. Lors des stages de formation au Japon, on montre encore la vidéo de son terrible accident de 2003, non pas pour choquer, mais pour rappeler que la vitesse exige l'humilité. Un ancien instructeur le dit souvent, si tu veux aller vite, apprends d'abord à respecter la piste. Si tu veux gagner, apprends à écouter tes limites. Voilà l'héritage de Kato. Chaque mois d'avril, des centaines de fans se rassemblent devant le monument de Daijiro Kato à Suzuka. Ils allument des bougies, déposent des fleurs et prononcent son nom à voix haute, dans le vent du soir. Certains l'ont connu, d'autres non, mais tous partagent la même émotion, la gratitude envers un homme qui a tout donné pour le sport qu'il aimait. Les mots « For Daijiro » ne sont pas un simple slogan, ils sont une promesse, un hommage à celui qui a sacrifié sa vie pour changer le monde de la course. Sa famille poursuit ce chemin avec dignité. Sa femme Makiko assiste encore chaque année aux événements MotoGP au Japon, un sourire discret aux lèvres, portant un petit badge gravé du numéro 74. Leur fils, encore enfant lorsqu'il perdit son père, a grandi avec la fierté et la tendresse d'un héritage qu'il n'a jamais oublié. Dans une rare interview, il confia « Je ne me souviens pas de la voix de mon père, mais je le sens chaque fois que j'entends un moteur. » Preuve que parfois, l'amour et la mémoire peuvent défier le temps. Dans le paddock MotoGP, le nom de Kato reste présent dans les conversations. Les anciens pilotes racontent son histoire aux nouveaux venus. Quand un rookie monte pour la première fois sur une moto MotoGP, on lui dit souvent « Souviens-toi de Kato ». Il nous a appris que le vrai courage ne consiste pas à ignorer la peur, mais à connaître ses limites. Ainsi, même disparu, Kato continue de vivre à travers chaque génération, dans chaque virage, dans chaque crissement de frein et dans chaque larme versée après la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, beaucoup l'appellent l'âme immortelle de la MotoGP japonaise, non pas parce qu'il a remporté le plus de titres, mais parce qu'il a laissé la plus grande leçon humaine. À Suzuka, là où il est tombé, les oiseaux volent encore au-dessus du circuit, le vent caresse toujours les barrières, et dans chaque souffle, on croit entendre le son familier, celui du moteur de Daijiro Kato, devenu une part éternelle de la piste. Plus qu'un pilote, il fut un symbole, un homme qui a vécu intensément sa passion et qui est parti en faisant ce qu'il aimait le plus. Et sur la stèle commémorative de Suzuka, une phrase simple résume toute son existence. Il a vécu comme le vent, brûlé comme le feu, et laissé sa lumière à ceux qui viendront après lui.